Allons voir dans cette capsule la définition, le diagnostic et la classification de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque est définie par des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque. Essentiellement, donc, ces signes pourraient être anciens ou nouvellement installés, associés à des anomalies structurelles ou fonctionnelles de la fonction cardiaque, soit une FEVG qui est inférieure à 50%, soit dilatation de l'une des cavités, ou bien un rapport E sur E' supérieur à 15, ou bien une hypertrophie ventriculaire, ou bien une anomalie de l'une des valves natives, ou bien sûr, si le malade a déjà une prothèse, donc c'est un malade qui a déjà une anomalie structurelle. Ceci associé à au moins l'un de ces deux facteurs, soit une élévation de taux de peptides natriurétiques, et comme vous voyez, c'est soit le BNP ou le NT-proBNP, et le seuil, il diffère entre un malade traité en ambulatoire ou un malade qui est hospitalisé ou décompensé, ou bien des signes de congestion pulmonaire systémique ou cardiogénique qui sont mis en évidence soit sur la radiographie de thorax ou bien lors d'un cathétérisme cardiaque ou lors de certains tests de repos. Donc, actuellement, nous distinguons quatre stades pour l'insuffisance cardiaque. C'est pour dire que l'insuffisance cardiaque, c'est un continuum et le malade, il pourrait commencer, donc on peut faire le diagnostic au premier stade, c'est le stade A où le patient est considéré à haut risque de développer une insuffisance cardiaque et en général, on ne trouve pas de signes et on ne trouve pas d'anomalies structurelles, mais ce type de patient cumule plusieurs facteurs de risque comme l'HTA, comme l'exposition à des produits toxiques ou bien une histoire familiale. Et donc, il y a un risque de développer une insuffisance cardiaque. Et l'une des nouveautés des recommandations américaines cette année, c'est qu'on spécifie exactement les mesures thérapeutiques à ce stade. Quand vous voyez, par exemple, traiter, équilibrer la tension, la pression artérielle, essayer de traiter le diabète avec des inhibiteurs de l'SGLT2, essayer d'éviter l'exposition aux toxiques, faire du conseil génétique chez les patients qui ont un terrain héréditaire, essayer de faire le dépistage par le dosage assez régulier du taux de BNP. Le deuxième stade d'insuffisance cardiaque, c'est le stade B, c'est le pré-heart failure, comme vous voyez. Ce sont des patients qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont au moins l'un de ces critères, soit une anomalie structurelle, soit anomalie de la fonction cardiaque, soit une élévation de BNP ou de troponine dans le contexte d'exposition au cardiotoxique. Le stade C, c'est un stade où le patient il est symptomatique et il a des anomalies structurelles. Et donc, lorsqu'il devient asymptomatique, on parle d'un patient qui est en rémission. Sinon, c'est l'insuffisance cardiaque persistante. Le stade D, c'est le stade d'insuffisance cardiaque avancée. C'est le patient qui garde des signes et des symptômes malgré un traitement optimal. Et c'est un patient qui nécessite d'être hospitalisé de façon récurrente. Et on pourrait être amené à utiliser l'assistance circulatoire et donc préparer le patient à la transplantation cardiaque. Donc, c'est juste aussi dans le cadre du stade C, donc les patients qui sont symptomatiques. Donc, on peut distinguer plusieurs donc classification ou entité, des définitions. Il y a la définition de l'insuffisance cardiaque de nouveau. Il y a la définition de l'insuffisance cardiaque en rémission chez les patients qui étaient symptomatiques qui deviennent asymptomatiques. L'insuffisance cardiaque persistante, c'est un patient qui garde toujours des symptômes et une limitation fonctionnelle. Et l'insuffisance cardiaque aggravée, c'est le fait d'avoir une aggravation compte tenu des symptômes, mais de toute façon, un patient qui a eu une amélioration des signes cliniques ne sera pas classé comme stade B, mais plutôt toujours en stade C, mais plutôt c'est l'insuffisance cardiaque en rémission. Alors, la classification universelle de l'insuffisance cardiaque, elle est basée sur l'évaluation de la FEVG. Certainement que ce qui est connu, c'est l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite lorsqu'il s'agit d'une FE inférieure à 40%. Entre 41 et 49, c'est l'insuffisance cardiaque dite avec une altération modérée de la FEVG. Auparavant, on disait le mid-range HF. Maintenant, ça a changé depuis les recommandations de l'ESC 2021.
On parle plutôt de mildly reduced ejection fraction. Et l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée lorsque la FE dépasse les 50%. Il y a une nouvelle entité qui vient d'être définie, c'est l'insuffisance cardiaque améliorée ou HF Improved IF. Ce sont des patients qui avaient une FE inférieure à 40%, avec une amélioration de 10% dans leur FEVG et une augmentation de la FEVG qui dépasse les 40%. Donc, et cette HF improved, donc elle pourrait être, donc le patient pourrait avoir une FE supérieure à 50% ou entre 41 et 49%. Et donc, comme vous voyez dans les recommandations de l'ACC 2022, donc les recommandations qui viennent d'être publiées, donc le 2 ou le 3 avril, donc vous voyez dans chaque stade, il distingue des patients qui pourraient évoluer vers la chef improved et voire même vers la chef préserve. Donc, c'est peut-être la différence avec les recommandations de l'ESC. Les recommandations de l'ESC, ils parlent d'un chef improved pour tout le monde. Par contre, pour la CC, c'est la chef preserved lorsque ça dépasse les 50%. Et pourquoi cette classification? Parce qu'on ne sait pas vraiment si un patient qui était en HF mid-range, ou plutôt de moyennement altéré, mildly reduced, et il évolue vers l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. On ne sait pas vraiment si on va maintenir le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée ou bien le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement altérée. Par contre, on sait que très bien que lorsque un malade évolue d'une insuffisance cardiaque à FEVG réduite vers une FEVG moyennement altérée ou une FEVG conservée, on va maintenir le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Alors, pour le mécanisme physiopathologique et les différentes caractéristiques de ces classes, les trois classes, donc on sait très bien que les patients avec une FEVG réduite sont en général des sujets qui fument, des hommes qui ont une altération de la FEVG. Il y a une atteinte structurelle importante et la mortalité, elle est importante. Par contre, pour les patients qui ont une HF préservée, une insuffisance cardiaque préservée, la mortalité elle est souvent due à d'autres comorbidités. Il s'agit souvent de femmes, des femmes obèses, hypertendues, qui développent une FA ou bien des sujets âgés. Donc, on sait très bien ici, à travers le registre de la Société européenne, que la mortalité elle est plus importante à une année chez les patients avec une FEVG réduite, mais plutôt les hospitalisations, vous voyez, les hospitalisations pour une FEVG préservée, ça dépasse les FEVG moyennement altérées. Aussi, donc, toute cause d'hospitalisation, bien les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc, l'évolution dans le temps, on sait très bien qu'un patient avec une FE réduite à 3 ans, vous voyez, la mortalité dépasse les 25%, par contre, les moins importantes dans les deux autres classes, et que vous voyez comment un patient qui a une FEVG préservée va évoluer petit à petit vers l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite ou vers le décès. Alors, est-ce qu'on peut faire la différence entre l'insuffisance cardiaque préservée, moyennement altérée et réduite en matière de symptômes? Non, ce sont les mêmes symptômes, ce sont les mêmes signes. Vous voyez les symptômes, la dyspnée, l'orthopnée. Donc, si on suspecte l'insuffisance cardiaque chronique sur la base de certains symptômes ou sur des facteurs de risque, on va évaluer la probabilité en voyant l'histoire clinique, les signes cliniques, les comorbidités, l'examen physique et aussi faire le CG pour chercher les anomalies structurelles. Si on trouve au moins l'un de ces, si on trouve une des anomalies, on va faire le dosage de BMP ou de NT-proBNP. Comme vous voyez, à partir de 35 pour le BMP, NT-proBNP 125, on va considérer que c'est positif. On peut ajouter aussi, faire l'échographie. Si on fait l'échographie, ça va confirmer encore plus le diagnostic. Pour faire le diagnostic, en fait, on se base sur la clinique avec au moins soit le BMP, soit l'échocardiographie. Sinon,
Si l'écho elle est normale et le BMP, le dosage de BMP est normal, dans ce cas, il faut chercher d'autres causes de cette symptomatologie. Donc, c'est le même schéma diagnostique avec l'insuffisance cardiaque pour les recommandations de l'ESC basées sur l'évaluation structurelle par l'écho et le BMP. Toutefois, pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, en fait, on va évaluer les symptômes, on va faire le CG, on va faire le dosage de BMP, la radiothorax, l'échographie, et puis on va évaluer donc un score. Si ce score il est faible, donc on va laisser tomber le diagnostic, l'hypothèse diagnostique. Si par contre il s'agit d'un risque qui est d'un score qui donne un risque qui est intermédiaire, on va voir, on peut aller jusqu'à faire l'échographie de stress ou les tests invasifs de stress pour chercher des signes de dysfonction diastolique. Par contre, si la probabilité est là importante, le score il va nous donner une probabilité importante, on va considérer que le diagnostic il est confirmé et on va chercher l'étiologie. Donc, parmi les scores ou le score le plus validé, c'est le HFA-PEF score. C'est un score qui se base sur des données fonctionnelles, morphologiques et des biomarqueurs. Quand vous voyez les données fonctionnelles, il y a des critères majeurs, des critères mineurs. Donc, par exemple, les critères majeurs, c'est le fait d'avoir des anomalies de l'entre-E', du rapport E sur E', la dilatation des oreillettes, l'HVVG, le fait d'avoir un taux élevé de BMP ou de pro-BMP. Vous voyez que le taux diffère entre en rythme sinusal ou en rythme en ACFA. Aussi les autres critères mineurs. Après, on va faire le calcul. Si ça c'est supérieur à 5 fois, c'est un no risque. On va dire que le patient a une HFpEF. Sinon, si c'est un risque intermédiaire, on va faire les tests de stress diastolique ou bien une exploration invasive. Donc, pour le test de stress non invasif, c'est l'écho de stress. On va voir si on aura une augmentation du rapport E sur E' et de l'IT qui dépasse les 3,4 mètres par seconde. Si on a un critère, selon le cas, donc un ou deux critères, on va ajouter et recalculer le score de nouveau. Si ça dépasse 5, donc on va confirmer le diagnostic. Sinon, si on n'a pas la confirmation, on va réaliser les diagnostics, le test invasif, le cathé droit et gauche, pour chercher, évaluer la pression télédiastolique du VG ou bien le PCP. Ou bien on peut aller jusqu'à faire un test de stress invasif pour chercher s'il y aura une augmentation de la pression capillaire au-delà de 25 mm de mercure. Donc, en conclusion, l'insuffisance cardiaque, son diagnostic, il est basé sur la présence de signes et de dosage de BMP ou d'échocardiographie. Il n'y a pas de différence entre les deux formes d'insuffisance cardiaque, surtout les formes reduced. L'insuffisance cardiaque à FE réduite est préservée et que maintenant, la classification, elle est basée essentiellement sur la FEVG et bien sûr, il faut agir donc bien sûr à tous les stades de l'insuffisance cardiaque et prévenir l'installation de l'insuffisance cardiaque en équilibrant toutes les comorbidités.